Oui, Oui, bah, installe-toi. Tu as déjà fait de l'hypnose? non, pas vraiment. D'accord, pas consciemment en tout cas. Non. D'accord, Enfin, méditation peut-être, mais pas vraiment autre chose qui s'y rapporte. d'accord. Comment tu imagines l'état d'hypnose? Si ça devait commencer là, comment tu saurais que ça commence? Aucune idée. Aucune idée? Je dirais peut-être une sorte de calme, Une sorte de calme, être un d'accord. petit peu absent, spectateur peut-être. Être un peu spectateur? D'accord. C'est intéressant parce qu'il y a souvent cette dimension d'être spectateur de soi en hypnose. C'est pas une obligation, mais c'est une des voies de l'hypnose en fait. Je continue à expliquer deux, trois choses par rapport à ça. L'hypnose, c'est quelque chose qui se crée dans l'instant. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va faire là. Ce serait sans doute impossible à reproduire à un autre moment parce que c'est ce que tu es là, c'est ce que je suis là, c'est cette ambiance-là. C'est un mélange de rencontres, en tout cas, d'attentes, d'envie, d'ambiance du moment, de ce que tu as fait dans la journée, de tout ça. On pourrait dire que ce qu'on est à un instant, c'est ce à quoi on s'identifie à cet instant-là. C'est une question qu'on se pose, enfin, que certains philosophes posent. Hein, c'est quand on dit je, c'est qui dit je? Et beaucoup de courants philosophiques ont des réponses différentes par rapport à ça. En neurosciences, on se pose cette question-là aussi, c'est qui je? Est-ce qu'il y a une sorte de chose unique à l'intérieur qui arrive à embrasser la totalité des choses? Il semble que non, il semble que le jeu ne soit pas le même à différents moments, même d'une simple journée. Le jeu du matin qui se réveille, qui dit aujourd'hui je vais faire ça, et puis le jeu du soir qui dit finalement j'ai moins envie de ça, ou j'ai pas fait ce que j'avais prévu, mais en fait j'avais envie d'autre chose à un autre moment, c'est déjà pas le même jeu en fait. Le jeu qui fait des projets le soir en disant demain je vais faire ça, et puis quand il se réveille le lendemain, puis qu'il se dit non finalement je suis pas d'accord avec ce qu'a dit le jeu d'hier, c'est peut-être pas le même en fait. Et alors c'est bizarre quand on commence à se poser cette question-là, on a l'impression qu'on est plein à l'intérieur. Et est-ce que ça ressemble à une démocratie ou à une dictature à l'intérieur? Je crois que c'est une sorte de dictature. C'est-à-dire qu'il y a des putschs permanents. C'est plutôt la 4ème République, vous voyez, c'est plutôt... Il y a une grande instabilité politique interne. Dans le sens où à quelques heures près, c'est pas le même parfois. Vous savez, parfois il y a quelqu'un qui nous dit un truc, puis on lui dit « t'es sûr hein ?» Il dit « oui ». Puis une heure après, il dit « écoute, j'y réfléchis ». Alors en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est celui de tout à l'heure, il t'a dit « oui », mais c'est plus le même là que t'as en face. Et en fait, celui-là, il a un autre avis sur la question. C'est étonnant quand on y pense. C'est une métaphore, encore une fois, hein, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est assez amusante à envisager. Et donc, si on faisait un schéma comme ça, il y aurait toute une population, puis et je pense qu'il y a une sorte de sélection comme ça, et il y a l'idée d'accéder à ce truc qu'on appelle la conscience. Et quand une partie accède à ce truc-là, elle dit « je ». Elle s'identifie à la totalité. Et elle impose un peu ses vues aux autres. Alors tu sais, tu as le jeu, par exemple, qui dit « je vais commencer un régime ». Par exemple, hein. Et il met tout le monde d'accord parce qu'il tape un grand coup sur la table, ce jeu-là. Et puis le lendemain, la personne est au restaurant. Et là, il y a le serveur qui passe et qui fait « vous voudriez un dessert ?» Et là, il y a une autre partie qui d'un coup, clac, prend le pouvoir, puis qui fait « oui ». Il y a encore un peu en entre-deux où d'un coup, la personne en même temps se dit mentalement « mais qui vient de dire oui ?» Je ne connais pas cette personne. Mais le oui sort tout seul, c'est la partie qui gère le plaisir, qui est venue au premier plan, puis la raison revient une heure après en disant quand même, il faut que je culpabilise un petit peu d'avoir pris une décision aussi inconsidérée. Donc voilà, il y a un jeu permanent. L'hypnose, c'est la définition que je voulais proposer ce soir, c'est peut-être ce moyen d'aller trouver une partie à l'intérieur de nous, et puis de la mettre au premier plan, mais sans qu'elle ait besoin de combattre les autres, juste en l'invitant à prendre le dessus pendant un temps. Un temps qui peut aller de quelques minutes, le temps de la séance. Mais peut-être que si on arrive à une grande cohérence à l'intérieur, ce temps peut durer après. Et là, je termine avec cet exemple-là. La personne qui va entreprendre un régime, c'est cas classique, hein, je prends un truc que même ceux qui n'ont jamais fait un régime ont sans doute entendu cette histoire-là, de la personne qui vous dit « j'ai déjà perdu 10 kilos, je tiens bon ». Il y a déjà un problème quand elle dit ça. Elle se prive en fait, c'est de la frustration. Si elle tient bon, ça ne tiendra pas quasiment. C'est quasiment sûr en fait à ce moment-là. La personne par exemple, par contre, qui vous dit « qu'est-ce que je me sens bien ?» à elle, ça tiendra. Parce que ça veut dire qu'elle est en cohérence à l'intérieur. Ce n'est pas une lutte, c'est une cohérence. On a remarqué, alors dans les anciennes formes d'hypnose, hein, l'hypnose il y a une centaine d'années par exemple, même un peu moins, c'était rentre sous hypnose et maintenant tu auras envie de faire ça, ou tu n'auras plus envie de faire ça, ou ça t'embêtera, ou ça te dégoûtera, etc. Puis on laissait remonter les gens avec ça. En fait, on avait facilité un putsch quand on faisait ça. Il y a une partie qui avait pris le contrôle grâce à nous. Et ça tenait quelques jours. Hein.
Ah, vous voyez, c'est un petit peu comme quand on met, je sais pas, dans un pays un dictateur comme ça au pouvoir en disant vas-y, ça tient pas très longtemps en général. Quand il y a un consensus, c'est-à-dire quand tout à l'intérieur est plutôt d'accord pour qu'une partie prenne le pouvoir et que tout le monde lui accorde à l'intérieur une sorte de, voilà, de possibilité d'action, que ça se passe de manière assez concertée et sereine, ben là ça tient. Cette partie-là, elle va pouvoir faire son travail sur la durée, ancrer des choses, les stabiliser, etc. Et je pense que l'idée de l'hypnose, c'est que l'hypnotiseur, c'est une sorte d'intermédiaire entre nous et nous-mêmes qui nous permet de créer un dialogue entre ces différentes parties pour qu'elles s'écoutent, qu'elles se reconnaissent, qu'elles puissent peut-être arriver à une décision commune et que celle, à un moment donné, qui va prendre la décision pour la tenir, elles ne se sentent pas seules, mais elles se sentent portées aussi par les autres. Et à ce moment-là, ça va plutôt durer. Bon, c'est une proposition de définition de l'hypnose pour ce soir. Ça te va? Tout à fait. Alors si on le met en perspective avec ce que tu dis, il y a une partie qui a la bonne intuition, et puis d'un coup, il y en a une autre qui arrive, c'est ça que tu m'as dit, qui essaie de tout rationaliser. Oui. Et pourtant, celle-là, elle avait plutôt juste. Et puis celle-là, quelquefois, elle, voilà. Peut-être pas tout le temps non plus. Oui, ça m'arrive de me tenter. D'accord. Juste avant que tu rentres sous hypnose, j'aimerais que tu me dises, la partie qui a l'intuition, est-ce que tu sais comment elle fait pour avoir de l'intuition? Aucune idée. D'accord. La partie qui rationalise, c'est quoi son but quand elle rationalise? Me protéger de mes impulsions. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des moments dans ta vie où avoir des impulsions a été dangereux, ou où il y a eu des choses pas agréables avec ça? Jamais dangereux parce que je l'ai toujours géré. D'accord. Mais oui, des pensées très négatives où je me fais du mal à moi-même. Ça me suffit. D'accord, ok. Tu sais, parfois, c'est comme en négociation. Tu as deux parties qui s'opposent. Parfois, on s'aperçoit que la plupart des conflits sont des malentendus, en fait. C'est-à-dire que si les gens pouvaient vraiment s'écouter et s'entendre, ils seraient souvent plutôt d'accord, ou alors il resterait des points de détail ou des choses comme ça. Une négociation commence à être intéressante quand une partie reconnaît l'utilité de l'autre, et inversement. Tu sais, c'est comme deux personnes qui se disputent, elles n'ont ni tort ni raison, en quelque sorte. Elles ont un point de vue. Si elles arrivent à entendre le point de vue de l'autre, souvent elles font « Ah, c'est ça que tu as compris. Non, mais c'est pas du tout ça que je voulais te dire. » Et puis l'autre commence à faire « Ben oui, attends, moi j'avais compris ça, puis en fait j'entends maintenant que c'est pas ça que tu voulais te dire, ben moi c'est ça que je voulais te dire, et puis j'arrivais pas à te le dire. » Et tout d'un coup, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a eu qu'une imagination de problème. Et le but derrière, c'est de protéger la plupart du temps. On retrouve quasiment toujours ça. C'est-à-dire que c'est comme dans une phobie, elle est là pour protéger la plupart du temps. C'est le corps qui fait « Attends, il y a un signal d'alarme, je te le mets. » Si on pouvait aller dire au corps, bah attends, là, il n'y a pas besoin de signal d'alarme, mais j'entends que tu as une bonne intention de me protéger. Tiens, bah, protège-moi comme ça, plutôt, ça marchera mieux. C'est plutôt compris par notre inconscient. Juste avant que tu rentres sous hypnose, il y a une dernière notion. Je veux savoir si tu es d'accord avec ça. Il y a souvent un besoin de cohérence à l'intérieur. C'est-à-dire que si tout d'un coup, par exemple, je te mettais sous hypnose et que je te disais maintenant, ton intuition va prendre toutes les décisions, je pense que l'autre partie, elle se rebellerait. Certainement. Elle aurait peut-être mettre des raisons de le faire. Hein. Oui, certainement. Peut-être qu'elle pourrait se dire, attends, il y a peut-être un petit danger à ça. Mais en même temps, jusqu'à maintenant, la cohérence n'est pas la bonne non plus. Donc peut-être qu'à la fin de cette expérience, l'intuition et la raison auront trouvé une manière de communiquer ensemble. Est-ce que ça t'irait? Oui, ça m'irait très bien. De toute façon, je te dis une chose, hein, c'est là on fait l'expérience, tu testes après. Si c'est trop bien, on peut amoindrir. Si c'est pas assez bien, on peut corriger. Si ça va vraiment pas, on peut annuler. C'est-à-dire que c'est jamais... notre cerveau est d'une flexibilité totale. Non mais je dis ça, tu sais que ça fait rire toujours, mais ça arrive, hein, parfois des personnes qui disent « Oui, mais je fais quoi maintenant? Tout va bien. » Bah, trouvez-vous d'autres problèmes à résoudre. Non, je plaisante. J'aimerais avoir ce luxe. Bah, il paraît que les gens, quelquefois, le font, mais... Bon, bref. On va faire une expérience très simple. Tu sais, l'hypnose, c'est avant tout la force de l'imaginaire. Quand on est tout petit et qu'on nous dit « imagine quelque chose », on le fait. Si c'est un enfant, si on lui dit « imagine qu'il fait froid », il va vraiment grelotter. Si on lui dit « imagine, je sais pas, que là, il y a un personnage et qui te parle », il va vraiment entendre une voix. Parfois même, on a du mal à se rappeler à quel point c'était vrai quand on était petit, à quel point on y arrivait avec une véritable force et une véritable efficacité. Et cette force de l'imaginaire, parfois, on la laisse un peu de côté en grandissant. Parce que quelquefois on nous dit que c'est pas forcément le truc à cultiver le plus. Je ne sais pas si on t'a fait le coup, mais il y a beaucoup d'enfants quand ils sont à l'école et puis qui rêvent un petit peu comme ça. On fait ouais, arrête de rêver. Ce qui est dommage parce qu'en général c'est une bonne connexion avec l'inconscient. On a remarqué que il y avait quelqu'un qui avait publié un truc là-dessus sur le rapport entre l'intelligence des enfants et leur capacité à rêver. Et on s'aperçoit, alors je ne sais pas lequel des deux alimente vraiment l'autre.
Est-ce qu'en forçant les enfants à rêver plus, ils seraient plus intelligents? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on remarque qu'il y a des connexions qui se font dans le rêve qui sont super intéressantes. Et que c'est peut-être un truc à cultiver aussi. Je crois qu'en hypnose, on retrouve un petit peu ça. On va faire un test déjà pour voir comment est ton imagination. Tu vas mettre une main comme ça, comme si elle était... Ouais, comme tu veux. Ouais. T'es gaucher? Non, droitier. Super alors. Ok. Tu vas fermer les yeux. C'est bon, on a déjà commencé. Et j'aimerais qu'il te pose la question, est-ce que ta main est plutôt attirée vers la droite ou vers la gauche? Vers la droite. Vers la droite. Concentre-toi sur cette sensation de la main qui est attirée vers la droite et demande-toi comment elle va dans cette direction. En ondulant. En ondulant, ok. Concentre-toi sur le bras et tu vas juste te dire une chose. Tu vas te dire, je laisse le bras vivre son expérience. Un peu comme si, tu sais, quelquefois les gens qui font de la danse ou qui font de la musique et tout ça disent parfois qu'ils laissent leur corps exprimer quelque chose. Souvent les musiciens disent qu'ils se regardent jouer. Et si tu laisses cette main vivre quelque chose, demande-toi où elle va, mais sans chercher ni à retenir ni à favoriser, juste en imaginant que c'est une partie qui devient presque indépendante dans le corps. Comme si elle avait son propre rythme et sa propre vie. À partir de ce premier apprentissage-là, tu vas autoriser l'autre main à vivre la même chose. Et tu vas juste imaginer que jusqu'aux épaules, les deux bras deviennent des parties qui expriment leur sensation, leur expression, et peut-être même des choses différentes d'un côté et de l'autre. À part des gens qui font des choses comme de la batterie ou des choses comme ça, dissocier les mains n'est pas une chose qui est si habituelle que ça. Surtout au point où des rythmes différents peuvent exister, mais notre inconscient peut gérer 1000 choses en même temps, et bien plus encore. Et quand on lui donne la tâche de libérer, un peu comme dans un rêve, la cohérence prend une forme différente. De la même façon que tu as commencé à libérer certaines parties du corps, tu as imaginé que tu libères l'esprit aussi, comme si c'était la même chose, comme si c'était un endroit, comme si c'était une partie du corps. Mais on peut l'entendre de plein de façons différentes, l'idée de libérer l'esprit. Ça crée des réactions physiques, les paupières qui se mettent à trembler, la température du corps qui augmente un peu. Un peu comme si on rentrait dans le rêve alors qu'on était en même temps dans la réalité, comme si deux choses venaient se confronter puis se rejoindre et s'unir, l'idée du rêve et l'idée de la réalité. Je ne sais pas si tu as déjà poussé ce jeu de te faire croire pendant ne serait-ce qu'un instant que l'instant réel était en fait un rêve. On pourrait s'amuser à se dire que ce moment qu'on partage est possiblement un rêve, avec l'idée que de toute façon on n'aurait aucune chance de vraiment être sûr que c'est vrai ou que c'est faux. Et on peut se perdre dans ce genre de notion parfois, de jeu mental. Et si tout ça n'existait que dans ton imagination, ou dans celle de quelqu'un qui est là dans la pièce? Quand on rêve de quelqu'un, est-ce que cette personne a une forme d'autonomie pendant un instant? Dans notre esprit au moins. Quand on rêve d'un endroit, et que cet endroit contient des choses avec lesquelles on interagit, comme si on rêve qu'on se baigne dans l'eau, ou qu'on mange quelque chose, ou encore qu'on marche, ou qu'on court, qu'on observe quelque chose. Alors pendant l'instant où on le vit, cette réalité existe pour nous et nous influence. Quelqu'un qui rêve qu'il court a son cœur qui s'accélère. Quelqu'un qui rêve d'un moment agréable sourit. Et à un niveau hormonal, certaines réactions réelles se créent. Si on rêve qu'on est en train de se détendre, le corps se détend encore plus. Et c'est intéressant de parler parfois de rêves agités, puisqu'on sait très bien qu'on parle du corps à ce moment-là, et pas seulement du rêve. Notre inconscient, à chaque instant, prend des suggestions, réelles ou imaginaires, pour fabriquer des conséquences à partir de ça. Et dans l'état d'hypnose, toutes les suggestions ont une action différente. Les mots de l'accompagnement deviennent un peu plus importants que d'autres suggestions, que celles qu'on se fait habituellement, que celles qu'on connaît habituellement. Pendant un instant, c'est comme si on mettait de côté le cadre de notre personnalité pour aller explorer d'autres facettes de nous-mêmes.
J'ai demandé à ton inconscient, qui a déjà commencé à bouger différemment, qui a déjà commencé à t'accompagner dans cette expérience, d'être encore plus au premier plan. Ça va créer une forme d'accélération à l'intérieur. La respiration va se mettre à devenir un peu plus forte. La température du corps va encore augmenter. C'est comme un mouvement qui s'accélère, comme la sensation de pouvoir rentrer encore plus loin dans cette expérience. Et puis à un moment donné, quelque chose va s'arrêter, comme une pause mentale. Un état de parfaite disponibilité. Un état dans lequel tu peux être prêt à explorer cette notion d'intuition, pour mieux savoir la valoriser, l'écouter. Et quand ce travail va être prêt à commencer, le corps va avoir une réaction encore. La tête va se mettre à pencher fortement sur un côté. Et ça se fait tout seul. Et tu peux en même temps l'observer comme en étant spectateur de ce mouvement. Et c'est intéressant de l'observer. J'aimerais que ton inconscient se rappelle de la fonction que peut avoir ce côté qui rationalise tout, qui mentalise tout. J'aimerais que ton inconscient se rappelle de toute l'histoire de cette partie de toi. À quel moment elle a été utile et intéressante? Et à quel moment elle a été limitante et encombrante? Il ne s'agit pas que tout revienne à la conscience maintenant. Mais j'aimerais que ton inconscient se rappelle autant du but recherché par cette partie de toi que de ses limites, de son intention, mais aussi de ce qu'elle bloque ou de ce qu'elle empêche. J'imagine que si ton inconscient a conservé cette partie de toi jusqu'à maintenant, c'est qu'il jugeait que ce qu'elle apportait était suffisamment intéressant et utile. Et il ne s'agit surtout pas que cette partie disparaisse juste, qu'elle soit aménagée. Et qu'au lieu de se confronter à l'intuition, elle vienne juste seconder l'intuition et l'éclairer. J'aimerais savoir si ton inconscient est d'accord avec ce principe-là. Et si c'est le cas, la tête va encore plus pencher sur le côté. Comme ça.